Dans 1000 ans, on retrouvera encore votre cassette vidéo. TNB, la cassette vidéo avec boîtier. TNB, vous avez bien enregistré? Messieurs, je vous rappellerai que c'est un duel à mort. Êtes-vous prêt, monsieur Scaramanga? L'homme au pistolet d'or. Prêt. Êtes-vous prêt, monsieur Bond? Contre James Bond. Prêt. Le seul petit problème, c'est que je n'ai pas de slip de bain. Moi non plus. On peut pas avoir une petite démonstration? C'est très facile. Plus spectaculaire que jamais, 007 à la poursuite d'un adversaire redoutable. Bond ignore que vous êtes à Bangkok, il ne vous a jamais vu. C'est là le problème. Mené à train d'enfer, une lutte sans merci contre Scaramanga, le tueur au pistolet d'or. Avec Roger Moore, un James Bond toujours plus séducteur. L'homme au pistolet d'or. Vous voyez de quoi je parle? Dimanche 20h50 sur Antenne 2. Au moment où la France propose une méthode de distribution de l'aide à l'ex-Union soviétique, on se demande où sont passés les produits fournis par les Allemands. François Mitterrand considère qu'un rejet des accords de Maastricht serait un véritable drame pour la nation. La France est malade de ses déchets, 200 000 fûts toxiques sont découverts dans le Limousin, 10 000 autres dans l'Essonne. Enfin, sachez qu'à moins de 30 jours des Jeux Olympiques, Franck Picard n'est pas au mieux de sa forme. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Au moment où les files d'attente s'allongent dans l'ancienne URSS, la France propose une nouvelle méthode de distribution de l'aide accordée par la CEE à Maastricht. Il s'agira d'envoyer quelques 150 000 tonnes de produits de consommation courante. Boris Yeltsin a terminé sa tournée d'explication sur l'augmentation des prix et aussi sur la pénurie. Il faudra, selon lui, attendre la fin de l'année pour connaître une situation un petit peu meilleure. Les Allemands ont été parmi les premiers à envoyer leur aide à l'Est. Pourtant, d'après une première estimation, on indique que beaucoup de coulage a eu lieu et certains produits ont même été vendus au marché noir. Philippe Rochaud. Quelques centaines de colis entassés sous un hangar, c'est toute l'aide allemande que reçoit Saint-Pétersbourg alors qu'un véritable pont aérien a été organisé entre l'Allemagne et l'ex-URSS. Sur 80 000 paquets envoyés, 10 000 seulement ont été distribués, 40 000 ont disparu. L'Allemagne a jugé le problème suffisamment grave pour dépêcher sur place une commission d'experts afin de contrôler les distributions. 70% de l'aide fournie à l'ex-URSS vient d'Allemagne, surtout de Berlin, où les gens se sont mobilisés pour adresser ces colis d'une valeur de 200 francs qui permettent à une famille de 4 personnes de vivre 5 jours. On ne confie pas ça à des étrangers. 15 personnes de chez nous se chargent à présent du transport pour éviter que les colis ne soient détournés. Ils seront portés directement à l'adresse des personnes, des vieillards et des handicapés, mais il faudra trouver aussi de l'essence. La presse allemande affirme que des milliers de colis, livrés notamment par la ville de Berlin, s'entassent dans des entrepôts clandestins pour être vendus au marché noir à 10 fois leur prix. Mais elle soupçonne aussi l'armée soviétique, chargée de convoyer ces colis sur place, d'en avoir détourné une bonne partie à son profit. Les Allemands risquent d'être rapidement déçus et démobilisés dans leur soutien aux populations de l'ex-URSS. Enfin, depuis le début de la campagne Aider la Russie, commencée il y a un an, les Allemands ont versé plus de 500 millions de francs. Mais les 2 tiers de cette somme se trouvent encore sur des comptes bancaires en Allemagne et ne seront pas distribués avant plusieurs mois. Dick Cheney, le secrétaire d'État américain à la Défense, souhaite voir l'Allemagne jouer un plus grand rôle international. Il se dit aussi partisan de voir les Allemands siéger au Conseil de sécurité de l'ONU.
La CEE a décidé aujourd'hui, avec quelques réticences, de participer à la conférence organisée par les États-Unis. Il s'agit de fournir une aide à la communauté des États indépendants ex-URSS. La CEE a tenu à préciser quand même qu'elle représente à elle toute seule 80% de l'aide envoyée au-delà de l'ancien rideau de fer. L'aviation israélienne a effectué un raid sur une base du FPLP d'Ahmed Jibril. Cette base était située à proximité de la ville de Damour, au sud-est de Beyrouth. Il y aurait au moins 10 tués, c'est ce que l'on dit de sources du FPLP. À Londres, une bombe a été déposée dans le quartier des ministères, à quelques dizaines de mètres du 10 Downing Street. Un coup de téléphone avait prévenu la police, qui n'a pas eu le temps de désamorcer l'engin. Les Anglais sont sous le choc. La bombe a été déposée dans le périmètre le plus surveillé de la Grande-Bretagne. L'attentat a été, je vous le rappelle, revendiqué par l'IRA. George Bush est rentré au pays. Il se dit satisfait de sa tournée en Asie et surtout de son escale au Japon, aux États-Unis. Les journaux et les experts ne sont pas tout à fait de cet avis. Jacques Abouchard. En descendant d'avion, après sa visite mouvementée au Japon, George Bush s'était forcé de convaincre ses compatriotes que le voyage était un succès. Make no mistake about it, our progress this week will translate into progress on jobs and economic growth in America. Ne vous y trompez pas, a-t-il dit. Les progrès enregistrés cette semaine entraîneront un mieux pour l'emploi et la croissance de l'économie américaine. Les résultats acquis à Tokyo sont pourtant modestes. Les Japonais ont fait un geste. Ils importeront 20 000 voitures américaines supplémentaires en 92, l'équivalent de 3 jours d'importation de voitures japonaises aux États-Unis. Et ils vont doubler leurs achats en Amérique de pièces détachées qui passeront de 45 à 95 milliards de francs. We were not satisfied that issue of the trade imbalance was fully addressed. Le patron de General Motors, qui était du voyage à Tokyo, ne pavoise pas et n'a pas caché sa déception. Les 3 grands constructeurs américains, Chrysler, Ford et General Motors, espéraient un ballon d'oxygène après une année 91 catastrophique pour leurs ventes, en fait la pire depuis 8 ans. Le secteur automobile a perdu 250 000 emplois en 10 ans aux États-Unis. Mais il y a pire pour George Bush. Son retour coïncide avec une nouvelle poussée du chômage. Près de 9 200 000 emplois au mois de décembre contre 8,5 millions les mois précédents. Et pour couronner le tout, un mauvais sondage. 2 tiers des Américains désapprouvent le président pour sa gestion de l'économie. Et avec plus de 300 000 chômeurs de plus au mois de décembre, les États-Unis atteignent le plus fort taux de sans-emploi depuis 1986. À la Bourse de Paris, la clôture s'est faite à la hausse avec plus 0,20%. À Wall Street, la baisse est plus légère. Florence Duprat. Les Américains ont désorienté les boursiers vendredi à Wall Street. L'indice Dow Jones a joué au yo-yo toute la journée. En clôture, il termine sur une légère baisse, moins 10,07 à 3199 points. Revenons aux chiffres du chômage qui, il faut le dire, ont troublé plus d'un opérateur. Le taux de chômage au mois de décembre a augmenté plus que prévu à 7,1%. C'est son plus haut niveau depuis 1986. Mais dans le même temps, l'économie américaine a créé 31 000 emplois quand les analystes pensaient qu'elle en supprimerait plus de 50 000, d'où le trouble jeté sur les marchés financiers. Par ailleurs, ces chiffres contradictoires ont ravivé les craintes sur l'état de santé de l'économie américaine. Sur le marché des changes, le dollar tire son épingle du jeu, faisant peu de cas des déclarations du président de la Réserve fédérale américaine. Alan Greenspan s'est en effet dit prêt à baisser les taux d'intérêt si cela était nécessaire. Mais le billet vert ce soir fait tout de même un bond de 8 centimes à 5 francs 39,85. Enfin, sur le marché de l'or, l'once de métal fin s'effrite ce soir. Elle supporte quelques prises de bénéfices. Elle cède 40 cents à 356,20 $. Voilà pour les chiffres. Ils vous attendent bien sûr sur votre Minitel et vous avez tout le week-end pour les consulter. Le nouveau secrétaire des Nations Unies, M. Boutros-Ghali, a effectué son premier déplacement à Paris. Il a tout d'abord été reçu par le secrétaire d'État à l'action humanitaire, Bernard Kouchner, puis par François Mitterrand. À l'ordre du jour, la Yougoslavie, le Cambodge et aussi la Somalie. François Mitterrand, devant les rencontres nationales pour l'Europe, a évoqué la défense nucléaire qui sera prochainement un problème pour les 12. Il a aussi défendu Maastricht. Gilles Leclerc.
François Mitterrand, par conviction d'abord, mais aussi par stratégie, est bien décidé de faire de l'année 92 celle du rendez-vous des Français et de l'Europe. Dès le printemps donc, une fois les régionales et les cantonales passées, les Français seront consultés, soit par référendum, soit par le biais des parlementaires réunis en congrès. Mais aujourd'hui, le chef de l'État a déjà voulu aller plus loin en précisant qu'il n'était pas question de mélanger les genres. À ses yeux, un oui éventuel aux accords de Maastricht n'a rien à voir avec l'approbation de sa politique. Pour ce qui me concerne, puisque en qualité de président de la République, je dispose d'un droit d'initiative, j'entends ne mêler en rien la délibération nationale sur l'approbation ou la ratification des accords Maastricht avec aucun des problèmes qui occupent aujourd'hui ou qui occuperont demain les problèmes propres à la politique intérieure française. Il y aura donc les questions qui seront posées d'abord au Parlement pour un certain nombre de dispositions à prendre. Il n'y aura aucune demande subreptice qui pourrait laisser croire qu'au travers de l'approbation de Maastricht, acte solennel pour la France, on approuve pour autant la manière dont le gouvernement ou le président de la République se comporte dans tel ou tel domaine extérieur au sujet central. Mais cela n'empêchera pas François Mitterrand de s'engager dans ce débat sans réserve, tout en considérant qu'un éventuel vote négatif serait un drame pour le pays. Bref, tout l'art du président serait de poser une question strictement européenne, dans un contexte tout de même bien politique, de quoi en tout cas embarrasser l'opposition. L'opposition est partagée. Faut-il ou non un parti unique de l'opposition? Pour Valéry Giscard d'Estaing, c'est oui. Pour Jacques Chirac, c'est non. Olivier Lerner. Troublé, Alain Juppé s'est vite repris. Lui qui croyait bien faire en donnant sa bénédiction à la formation d'un parti unique de l'opposition dans les plus brefs délais, a vite fait marche arrière. On ne célébrera pas de mariage UDF-RPR avant d'y voir clair du côté des primaires. C'est un ordre, il est signé Chirac, Juppé l'a exécuté. La formation unique, et c'est la thèse que vous connaissez, qui a été délibérée, votée, approuvée à de multiples reprises par le RPR, ça n'a pas de sens si nous ne sommes pas dotés d'un candidat commun permettant d'aborder les élections présidentielles. C'est pourtant Édouard Balladur, très vite rejoint par Valéry Giscard d'Estaing, qui avait lancé, il y a 4 ans déjà, cette idée de parti unique. Tout le monde semblait d'accord, mais c'était trop beau. Si Valéry Giscard d'Estaing est pour la publication immédiate des bancs, c'est qu'il sait la machine UDF plus faible que la machine RPR. Un mariage RPR-UDF replacerait forcément sur un même pied d'égalité Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac, tous deux candidats virtuels au présidentiel. Le RPR se sent fort, très fort, et Jacques Chirac a donc décidé de geler toute discussion avec l'UDF tant que le système des primaires ne sera pas parachevé. Priorité aux primaires, c'est à prendre ou à laisser. En ce qui concerne l'UDF, depuis longtemps, nous sommes favorables au rassemblement de toute l'opposition dans une formation unique. Nous nous réjouissons aujourd'hui que cette idée fasse son chemin. Je crois que le RPR souhaite clarifier la procédure des primaires. Il a raison. Et pour ma part, je trouve qu'il faut aller dans ce sens. Le parti unique, je ne crois pas que le RPR le souhaite. Les temps changent. Aujourd'hui, l'ex-premier ministre dicte ses conditions à l'ex-président de la République. C'est une nouvelle partie de bras de fer qui s'engage entre les deux hommes. Ce n'est pas la première, ce n'est évidemment pas la dernière. Les infirmières qui ont été chassées des abords du ministère de la Santé y sont revenues ce soir pour fêter leur 100e jour et nuit de sit-in. Pour célébrer l'événement, elles ont ouvert des bouteilles de champagne. Je vous rappelle que la CGT demande l'ouverture de négociations avec Bruno Durieux. Ce dernier considère que la plupart des organisations ont signé les accords. Il n'y a donc plus aucune raison d'occuper la rue. Et on l'a appris il y a quelques instants, une bousculade a eu lieu entre quelques dizaines de CRS et des sympathisants de ces infirmières. 200 000 fûts faiblement toxiques étaient entreposés à proximité de la ville de Limoges. Et la population ne se doutait de rien. C'est là tout le problème. Sophie Jouve. À Bessines, au nord de Limoges, personne ne savait qu'entre 68 et 89, 200 000 fûts ayant contenu des déchets radioactifs ont été enfouis dans ces mines d'uranium de la Cogema. 88% sont vides mais portent encore des traces de radioactivité. 12% contiennent de l'uranium faiblement enrichi de l'usine de Pierre Latte et de celle du Boucher dans la région parisienne. C'est le rapport de Pierre Desgroupes sur le nucléaire en France qui a révélé le poteau rose.
Un rapport qui confirme les soupçons du laboratoire indépendant de la CRIRAD et des écologistes. Le risque, il est la dissémination de faibles doses de radioactivité. Ce qu'on appelle des faibles doses de radioactivité, ce sont des doses qui vont entraîner forcément, dans l'avenir, dans les générations futures, une augmentation de cancer, de leucémie, une augmentation de malformations génétiques et de toute façon une altération globale de l'état de santé de la population. Quand on voit qu'on a 8, 10, 22 000 curies de radium-226 aujourd'hui, si c'est ça la radioactivité naturelle que nous avons, mais foutons le camp, que tous les Limousins foutent le camp, c'est tout ce qu'il y a à dire. Et si ces hommes de terrain reconnaissent que ces fûts sont moins dangereux que les autres déchets entreposés ici sous forme de boue, ils réclament pour l'ensemble du site une surveillance étroite. Mais la COGEMA estime qu'elle respecte tout à fait les règlements. Nous sommes nettement au-dessous des seuils critiques. Pour les fûts, par exemple, ayant contenu de uranate, on estime que les quantités de radioactivité ainsi apportées sont inférieures de près de 10 fois à la limite réglementaire à partir duquel ce type de produit est considéré comme devant subir des mesures de surveillance particulières. Au village, la rumeur enfle, même si certains prennent pour l'instant la nouvelle avec méfiance, car la COGEMA à Bessines, c'est aussi des emplois. Moi, principalement, je travaille à COGEMA. Ça fait 20 ans que je travaille au fond, pas loin. Et vous savez, je suis pas malade, vous pouvez regarder. Et ici, personne ne fera rien dans ce petit hameau parce que, évidemment, ici, c'est normal et je les comprends, ces gens-là. C'est leur vie. Et les commerçants, ils vivent de ce que les ouvriers rapportent. C'est très bien, ils ont raison. Seulement, il faut qu'ils sachent ce que ça comporte. Pour tenter d'apaiser la population, le préfet de la Haute-Vienne vient d'annoncer qu'une expertise du site sera faite prochainement. Mais il aura fort à faire pour lutter contre l'étiquette que certains donnent déjà aux Limousins, celle de poubelle nucléaire de la France. Dans la banlieue parisienne, dans l'Essonne exactement, des fûts et des dépôts toxiques ont été aussi découverts. José Blanc-Lapierre. Trichloréthylène, chloroforme et j'en passe. Il y aurait même de la nitroglycérine dans ces 10 000 fûts découverts en 1972 sur les lieux même d'une entreprise qui distille des solvants industriels usagés. À l'époque, l'atelier est condamné à fermer pour cause de pollution. L'exploitant fait alors disparaître les fûts. On le sait aujourd'hui, pour la plupart, ils ont été enterrés sur place. Depuis, l'entreprise a repris son activité et les fûts enfouis sous ces arbres baignent dans la nappe phréatique. Ce dépôt, on ne le connaît pas très précisément, c'est pas quelle est la quantité de produits qui a été enfoui, ni la nature des produits, mais de toute façon, ces fûts, puisque ça a été enfoui sous forme de fûts, ces fûts risquent de se corroder et le produit donc de migrer au fur et à mesure dans la nappe et d'accélérer la pollution de cette nappe. C'est seulement en 1983 que la pollution de l'eau est découverte. Un puits de forage est fermé, un autre subit un traitement spécial. Les habitants sont stupéfaits. Pendant combien de temps ont-ils bu de l'eau non potable? On nous a fait boire pendant 3 à 4 ans de l'eau terriblement polluée. Le vrai scandale, c'est qu'on ne nous ait même pas prévenus. Il y a 2 ans, l'entreprise est condamnée pour la 2e fois à décontaminer le site. Une facture de 20 millions de francs. Le pollueur n'a pas les moyens. Cette année, l'État décide enfin de prendre la situation en main. Le nettoyage devrait commencer cet été, mais en partie seulement, car l'administration, elle non plus, n'a pu réunir la somme nécessaire aux travaux. Pollué depuis 40 ans, le village de Sermez risque d'attendre encore longtemps. Des décharges, sauvages ou non, il y en a un peu partout en France. Le gouvernement envisage maintenant de faire payer les pollueurs, c'est-à-dire de taxer les industriels. Alban Micossi. La découverte dans le Limousin d'une décharge de produits faiblement radioactifs n'est pas une première. L'an dernier, d'autres sites avaient déjà été mis à jour en région parisienne. Dans le cas du nucléaire, le principe pollueur-payeur s'applique. Les exploitants COGEMA et CEA ont les moyens de payer la réhabilitation des sites dont le programme est actuellement à l'étude. Hors nucléaire, la France produit chaque année 22 millions de tonnes de déchets toxiques, hydrocarbures, acides, métaux, issus notamment de l'industrie. L'homme ne sait pas comment les éliminer, alors il les stocke dans l'une des 11 décharges de classe 1, comme ici, à Tourville, en Normandie, où toutes les précautions sont prises pour que ces déchets ne polluent pas les alentours. Problème, ces 11 sites arrivent désormais à saturation et aucune nouvelle implantation n'a eu lieu depuis 1984. Résultat, une part importante des déchets disparaît dans la nature de manière parfaitement illégale, des sites dangereux qui apparaissent parfois par hasard, comme ici, à Gonesse, lors de la construction d'une autoroute.
Le principe pollueur-payeur ne peut pas toujours s'appliquer, soit l'exploitant a disparu, soit il n'a pas les moyens, comme dans l'Essonne à Cernez. Le ministre de l'Environnement envisage donc la mise en place d'un dispositif spécifique de financement par le biais d'une taxe prélevée sur les entreprises. Mais les industriels sont réservés, eux préféraient une contribution volontaire inclue dans les coûts de fabrication. À Asnières, le conseil municipal fait ses sessions. La majorité des conseillers vote contre le projet du maire. Celui-ci veut remplacer des pavillons par des immeubles. Jean Bézieux. Ces petites maisons d'un quartier tranquille d'Asnières ne veulent pas mourir. À leur place, le maire projetait de construire 1200 logements là où une centaine de familles vivent aujourd'hui. Le maire avait prévu une ZAC, zone d'action concertée, procédure qui permet d'expulser les habitants et de démolir les maisons. Mais les habitants se sont regroupés en association et ont convaincu une majorité de conseillers municipaux de refuser la ZAC. Les gens pourtant ne sont pas complètement rassurés car la ZAC du métro n'est pas le seul projet de ce genre. Apparemment, il y a une mise en place de 8, 9 ou 10 ZAC. On demande à des gens de partir, on fait du bétonnage et on ne veut pas de bétonnage. Tout est lié à l'argent, je pense. Effectivement, c'est plus facile d'avoir des taxes d'habitation, des taxes foncières sur 5 ou 6 étages que sur un pavillon. Si on nous force à vendre notre maison, on ne retrouvera pas une maison avec un jardin pareil aux alentours de Paris. C'est pas possible. Il faudra qu'on parte à 30, 40 ou 50 km de Paris. Qu'est-ce que ça va donner? Le spectacle de cet autre quartier dévasté par les bulldozers a ouvert les yeux des habitants d'Asnières sur la menace des 10 ZAC prévus. Les Asniérois d'hier ont subi pendant 30 ans les ravages d'un urbanisme de bars et de tours qui ont grignoté le paysage des pavillons. Les gens d'aujourd'hui, eux, n'en veulent plus. Une majorité des élus RPR-UDF ont eux aussi dit non. Nous espérons qu'Asnières gardera sa personnalité propre. C'est pour ça que nous avons voté contre l'urbanisme et que nous nous opposerons toujours à tout projet d'urbanisme qui mène la ville à un aspect inhumain. Comme le font les communes proches de la Défense, le maire d'Asnières rêvait de poursuivre un urbanisme conquérant. À l'approche des élections, ses amis politiques l'ont lâché. Un désaveu qui pourrait servir de leçon dans d'autres communes de l'Île-de-France. La femme du commandant de bord, tué dans l'attentat du DC-10 d'UTA, a décidé de se porter partie civile. Son avocat a donc eu accès au dossier. Il a décidé maintenant de plaider devant la justice libyenne. Philippe Boisserie. Lorsque quelqu'un s'en va, certains ne se résolvent pas à ne pas savoir pourquoi. Le 19 septembre 89, le commandant Ravenot disparaissait dans le désert du Ténéré avec 169 autres personnes. Un attentat. L'instruction menée pendant de longs mois par Jean-Louis Bruguière accuse la Libye. 4 mandats d'arrêt internationaux sont lancés. Tripoli nie, accuse, puis ouvre finalement une information judiciaire pour entendre ces 4 témoins. Mais d'extradition, pas question. Devant cette situation qu'il juge bloquée, Madame Ravenot et son avocat décident de se porter partie civile en Libye et Maître Ursulé d'entreprendre le voyage. Il faut effectivement que les autorités françaises aient un minimum de garantie sur la qualité la crédibilité de cette information libyenne. Je veux dire qu'on n'a pas le droit de se priver de cette chance de confondre ceux contre lesquels pèsent ces charges. Des charges rejetées par les Libyens mis en cause et entendues par Mohamed Mursi, le magistrat. Ils ont tous des alibis, sauf un, Mousba Arbas. Lui, le pauvre est mort, de mort naturelle, précise-t-on à Tripoli. C'est parce qu'il juge toute cette procédure comme une parodie de justice dans un pays où le droit n'a jamais été une véritable préoccupation que d'autres avocats des victimes dénoncent toute collaboration avec la Libye. Et ces gens sont déjà confondus. Il y a des mandats d'arrêt internationaux contre eux. Ce sont des gens qui sont en fuite. Mais le juge Bruguière n'a pas besoin d'obtenir leur aveu. L'enquête qu'il a fait, il y a eu plus de 20 missions à l'étranger, plus de 8 mois d'enquête à l'étranger. L'enquête qu'il a fait est très complète. Et rien ne justifie sa venue à Tripoli. Je dirais même que des raisons de procédure, sans entrer dans un débat technique qui serait trop compliqué, à mon sens, lui interdisent d'aller interroger ces gens. Collaborer ou non avec la justice libyenne, les avocats peuvent en débattre. En dernier recours, seul Jean-Louis Bruguière choisira. Jusqu'à présent, il s'y est toujours refusé. Son étroite collaboration avec les enquêteurs anglais et américains de l'attentat de Lockerbie devrait le renforcer dans ses convictions. Un psychiatre allemand vient d'être suspendu de ses fonctions, tandis que 2 de ses collègues risquent d'avoir des problèmes avec la justice allemande. Le ministre de l'Intérieur de Saxe dénonce en effet les tortures de la Stasi. Philippe Rochaud.
20 000 Allemands de l'Est ont demandé à recevoir leur dossier de la Stasi depuis le 1er janvier. La demande est telle que les formulaires sont épuisés, mais le voile se lève sur les méthodes employées par les services secrets est-allemands pour faire plier les citoyens récalcitrants. Ainsi, le pasteur Egert, aujourd'hui ministre de l'Intérieur de l'État régional de Saxe, opposant politique notoire sous l'Ancien Régime, qui fut l'un des premiers à demander la liberté de voyager, a découvert qu'il avait été filé par 45 agents de la Stasi. Son dossier comporte 2800 pages. Il s'explique à présent comment il a été interné en hôpital psychiatrique en 1983, après avoir manifesté pour les échanges entre les deux Allemagnes et contre la répression des opposants politiques. Je sais, grâce au dossier de la Stasi, que le chef de la clinique m'a inoculé un virus déclenchant la dépression et me paralysant à moitié. Après cela, j'ai eu 30% d'incapacité de travail. Je ne pouvais plus exercer ma profession comme avant. Dans un direct à la télévision allemande, le pasteur Egert a donné les noms des médecins qui lui ont injecté ce médicament. L'objectif était de me faire taire. J'ai été traité pendant plusieurs années. 2 ans avant la chute du mur, on m'a laissé tranquille et j'ai retrouvé ma santé mentale. 2 médecins ont déjà été suspendus. Les 200 km de dossier de la Stasi n'ont pas fini de parler. Franck Picard parle franc, il n'est pas en forme et il le dit. Les Jeux Olympiques, c'est dans moins de 30 jours. Claude Aymar. Calgary 1988. Avec de l'or en super G et du bronze en descente, Franck Picard devient le leader du ski français. Et comme il confirme lors des 2 saisons suivantes en Coupe du Monde, il fait partie des grands favoris d'Albertville. Pourtant, aujourd'hui, à 1 mois des Jeux, il doute. J'arrive pas à franchir ce cap qui me situerait au moins dans les 15 premiers. Là, c'est vraiment difficile et je sais pas comment le prendre. Et oui, blessé à l'automne, il n'a toujours pas retrouvé son meilleur niveau, surtout en descente. Exemple, début décembre à Val d'Isère, il termine 54e. Autre exemple, il y a 3 semaines à Val Gardena, il prend la 49e place à 4 secondes du vainqueur. Le moral est au plus bas, Picard ne fait même plus partie des 50 premiers. Si je suis pas capable de rentrer dans les 50 premiers en Coupe du Monde, je suis pas capable de faire une descente olympique. Hein. Ça c'est évident. Il faut être bien placé au moins en Coupe du Monde pour prétendre à quelque chose de bien aux Jeux Olympiques. C'est pas le cas ici, donc je vois pas pourquoi je serais sélectionné. Ça vous préoccupe? De ne pas être sélectionné, oui, ça me préoccupe beaucoup parce que c'est une belle descente, la descente de Jeux. Une belle descente qu'il a déjà testée fin décembre. Le parcours lui convient, il ne lui reste plus qu'à retrouver toute sa confiance pour réaliser, pourquoi pas encore cette année, un exploit sur la face de Bellewaerde. Ce journal est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Dans quelques instants, c'est Laurent Cabrol qui nous parlera du temps. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est demain 13h avec Philippe Lefay. À 20h, vous retrouverez Bruno Mazur. En attendant, je vous remercie pour votre attention. Bonne nuit à vous tous. Ce congé de fin de semaine s'annonce avec des températures à la baisse, avec du soleil au nord et des nuages au sud. Voilà pour la grande tendance. Voyons dans le détail. En ce samedi, vous constatez avec moi que les nuages sont effectivement présents au sud d'une ligne qui va de Bordeaux à Grenoble, avec même des petites pluies dans le sud-ouest. L'anticyclone des hautes pressions gagne par le nord, des vents de nord-est et un soleil après dissipation des brumes et des brouillards. Un soleil qui sera quasi dominant. Donc c'est une bonne nouvelle pour ceux qui habitent au nord de la Loire. Les températures en revanche sont à la baisse. Je vous le disais, regardez, moins 1 degré sur Lille, sur Mulhouse, moins 1 aussi à Clermont-Ferrand et à Grenoble, et une pléiade de 0 de 1 degré. Dans le courant de la journée de ce samedi, le thermomètre oscillera entre 2 et 15 degrés, forte amplitude. Mais dans l'ensemble, vous constatez, nous perdons 7 à 8 degrés, disons 5 à 6 degrés par rapport aux températures de ce vendredi. Voyons tout de suite la journée de dimanche, puisque nous sommes au congé de fin de semaine.
Vous constatez avec moi qu'il y aura toujours des nuages sur la moitié sud. Ils seront un petit peu moins présents, des petites bruines le long des côtes méditerranéennes, un ciel voilé dans cet axe qui va de la Bretagne jusqu'au Dauphiné. Et au nord, toujours un ciel qui sera dans l'ensemble assez dominant, un soleil qui sera dominant, un ciel qui va se déchirer donc au fil des heures. Voilà, vous savez pratiquement tout. Si vous êtes au nord, vous aurez la chance de voir les rayons du soleil et au sud, les inconvénients des nuages en ce qui concerne le temps qui règne dans les pays qui nous entourent. Voici une carte très complète que vous observez avec moi et vous en profitez pour noter la capitale qui vous concerne. Nous fêterons en ce samedi 11 janvier, c'est-à-dire bien dans quelques minutes pour certains d'entre vous, les Paulins avec un soleil qui va se lever à 8h43, se coucher à 17h14. Merci de nous avoir suivis une fois encore. Bonne nuit à vous tous. Au revoir. Bienvenue aux Folies Bergères pour l'ardichaut du samedi soir. Qui sont les vrais, qui sont les faux? Le commandant Cousteau, Luc Besson. Carole Laure et Paul Young, costard de star Le Bafichot, Philippe Guérin et Patrick Timsit, invité d'honneur de Thierry Ardisson. Double jeu, Thierry Ardisson reçoit Patrick Timsit samedi 22h30 sur Antenne 2. Entrez dans la nuit des héros. Une terrible inondation, un déluge emporte le petit garçon. Un week-end, un ascenseur en panne, hommes et femmes prisonniers. Une course en folie, un choc, l'incendie. À 16 ans, il tente l'impossible pour tirer les enfants du brasier. La nuit des héros, le défi, l'effort, l'action pour une bonne action. Les exploits du cœur avec Olivier Théron. Laurent Cabrol, La Nuit des Héros, samedi 20h50 sur Antenne 2. Toi, petit royaume, t'as fini de les faire des